Le locataire actuel de la Maison-Blanche se trouve dans une posture de vulnérabilité extrême, tant sur la scène nationale qu'internationale. Cette situation résulte d'une erreur de jugement monumentale. En s'attaquant de front à l'Iran, Donald Trump a sous-estimé l'ampleur du défi et la résilience de son adversaire. Séduit par des promesses sans consistance des cercles de pouvoir israéliens, il pensait à une opération punitive rapide et politiquement rentable. Aujourd'hui, il fait face à l'amère réalité de l'enlisement. Ses instincts le poussent vers une fuite en avant, avec l'idée d'écraser l'Iran pour restaurer une image de force. L'annonce d'une trêve de 5 jours ne doit pas être prise au pied de la lettre. Pour beaucoup, c'est un intermède stratégique qui ne lie pas les mains d'Israël. Pendant que Washington feint la pause, l'État hébreu continue de frapper des infrastructures vitales, agaçant sérieusement l'administration américaine. À Tel Aviv, certains voient en Trump un homme sous influence, mais c'est ignorer un trait essentiel de son caractère. Plus on tente de l'acculer, plus sa réaction peut être brutale et imprévisible. Dans les couloirs feutrés de Washington, l'inquiétude règne. Les stratèges militaires et conseillers se réunissent pour définir une porte de sortie honorable. La question qui les hante est simple. Comment tout cela va-t-il se terminer? La diplomatie américaine est souvent otage de la vanité. On refuse de reculer de peur de paraître perdant, sacrifiant des intérêts vitaux. L'histoire nous rappelle que l'obstination a un prix. Au Vietnam, nous avons fini par partir après un revers, laissant des dizaines de milliers de vies américaines et des millions de victimes locales pour un résultat nul. Il a fallu des décennies pour que des diplomates retournent sur place et admettent l'absurdité de cette situation. Malheureusement, l'Amérique a cette fâcheuse tendance à répéter ses erreurs. Aujourd'hui, le spectre d'une crise de grande ampleur prend une dimension technologique inédite. Certains rêvent d'une intervention terrestre, mais ils devraient relire les chroniques de la campagne des Dardanelles en 1915. Churchill, dans un excès d'optimisme, avait imaginé qu'il suffirait de forcer les détroits pour faire s'écrouler l'Empire ottoman. Le résultat fut un désastre humain et logistique. La topographie de la région, avec ses falaises abruptes, rendait toute progression impossible. En transposant cela au détroit d'Ormuz, on réalise l'ampleur de la folie. Les parois rocheuses y sont encore plus escarpées. Où débarquer des troupes? Comment sécuriser un tel corridor? Les théories sur une intervention via le Pakistan ou le Baloutchistan relèvent de la pure fantaisie militaire. Une telle marche vers le nord se transformerait inévitablement en une difficulté logistique sans précédent. La réalité que les décideurs peinent à intégrer est le basculement technologique du XXIe siècle. Nous ne sommes plus dans une configuration de tension asymétrique classique, mais face à une révolution des capacités de frappe. Les États-Unis s'appuient encore sur une structure de force héritée de 1945, avec ses porte-avions massifs et ses bombardiers. Pendant ce temps, l'adversaire a développé ce qu'on appelle la structure de reconnaissance et de frappe globale. Ce concept, né dans l'esprit des tacticiens russes dès les années 70, est aujourd'hui une réalité opérationnelle, grâce à un maillage de capteurs spatiaux maritimes et terrestres reliés en temps réel à des systèmes de missiles d'une précision chirurgicale. L'Iran peut désormais contester la suprématie navale américaine. Le monopole de la précision, qui faisait la fierté de l'Occident au tournant du millénaire, s'est évaporé. Aujourd'hui, des puissances régionales peuvent saturer nos défenses et paralyser nos mouvements. Avec l'appui des réseaux satellitaires russes et chinois, Téhéran dispose d'une surveillance persistante. Chaque mouvement de flotte, chaque tentative de débarquement est immédiatement détecté. Pour l'état-major iranien, la question n'est pas de savoir s'ils peuvent frapper, mais quand il est le plus opportun de le faire pour neutraliser l'assaillant. Envoyer de l'infanterie légère par hélicoptère ou parachute dans un tel environnement est un risque fatal certain. En milieu militaire,
On sait que ce que l'on fait après l'arrivée est plus crucial que la vitesse de déploiement. Or, sans protection lourde et sans supériorité technologique garantie, ces soldats seraient exposés pour rien. Certains politiciens, comme le sénateur Graham, affichent une arrogance déconcertante en affirmant qu'il suffirait de s'emparer de l'île de Karg pour mettre fin à la guerre. Cette vision est simpliste et dangereuse. L'Iran a déjà averti que si ses infrastructures énergétiques sont attaquées, l'ensemble du golfe Persique s'embrasera. Les monarchies pétrolières, considérées par Téhéran comme des vassaux corrompus de l'Occident, verraient leur production anéantie pour des décennies. Ce n'est pas seulement une crise régionale, mais un séisme économique mondial qui se profile. Les Iraniens, forts de 27 siècles d'histoire, ne céderont pas sous la pression. Ils possèdent une résilience culturelle et démographique que nous refusons de reconnaître. Ils sont prêts à subir des pertes considérables pour infliger un coup fatal à l'influence américaine dans la région. Le risque d'une escalade atomique, souvent brandi par la frange radicale du gouvernement israélien, reste une ligne rouge que Trump ne franchirait probablement pas, conscient des conséquences catastrophiques d'un tel acte. Cependant, le véritable danger réside dans l'isolement de Benyamin Netanyahou, qui semble piégé par la sophisme du parieur, croyant qu'un dernier coup audacieux pourrait tout sauver. Si Israël se sent acculé au point de craindre pour sa survie, les garde-fous habituels pourraient disparaître. Le commandement militaire israélien est généralement lucide, mais le cercle politique autour du Premier ministre est plus imprévisible. Sur le plan géopolitique, la méfiance envers les émissaires américains grandit. Des figures comme Jared Kushner ou Steve Witkoff sont perçus comme des agents d'influence défendant les intérêts israéliens avant ceux des États-Unis. Les milliards de dollars injectés par les monarchies du Golfe dans les affaires de ses conseillers jettent une ombre de corruption sur toute tentative de médiation. Dans ce chaos, certains espèrent une intervention de puissances tierces, comme l'Inde de Modi, pour rétablir un dialogue que Washington ne peut plus mener seul. Si l'on me demandait comment sauver la situation, mon conseil serait radical, un désengagement militaire immédiat. Il faut reconnaître que l'usage de la force est devenu une impasse. Retirer les troupes à une distance de sécurité et proposer un dialogue basé sur le respect mutuel des souverainetés n'est pas un signe de faiblesse, mais de réalisme. Nous avons appris à vivre avec une Corée du Nord ou un Pakistan armé. Nous pourrions vivre avec un Iran doté de capacités similaires. Plus nous menaçons de renverser des régimes par la force, plus nous encourageons le développement atomique comme ultime assurance-vie pour ces nations. Le monde change à une vitesse vertigineuse, mais l'appareil d'État américain reste accroché à des paradigmes obsolètes. Nous tentons de maintenir des alliances comme l'OTAN qui auraient dû être réformées ou dissoutes après la période de tension. Une alliance a besoin d'un opposant pour justifier son existence, et à force de chercher des adversaires, nous créons les conditions de notre propre déclin. Il est temps pour les États-Unis de cesser d'être le gendarme d'un monde qui ne veut plus de leur protection imposée et de se concentrer sur une diplomatie de la réalité plutôt que sur une politique de la vanité.